La Cour constitutionnelle s'est penchée ce lundi sur les cas des erreurs matérielles constatées après ses arrêts rendus il y a quelques semaines. Après avoir écouté les plaidoiries des avocats et le ministère public, les juges vont se prononcer d'ici le 18 avril pour fixer la nation une fois pour toutes. Des marchés salubres à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa, vœux et promesses du président de la République aux maraîchères désormais une réalité. Le tout premier, dénommé Assiette du Peuple, a été inauguré ce lundi à Gombe par le ministre de l'Agriculture, José Mpanda. Les dirigeants des pays du G7 ont unanimement condamné l'attaque de l'Iran contre Israël. Ils promettent de continuer de travailler pour empêcher une escalade régionale incontrôlable au Moyen-Orient. Joe Biden, certainement pas convaincu par l'arbitrage de l'ONU, a convoqué un sommet sur la question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Parlons République, institutions et justice. En ce début de journal, au total, 134 dossiers en contestation des résultats définitifs des élections législatives nationales publiées il y a un mois par la Cour constitutionnelle pour erreurs matérielles ont été examinés dès ce lundi 15 avril. Séance tenante, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, a annoncé que la décision définitive est attendue pour ce jeudi 18 avril. De l'extérieur à l'intérieur de la salle Marcel Liaou, il y avait un engouement total de personnes venues assister à l'audience que tenait la Cour constitutionnelle, au cours de laquelle elle a examiné 134 requêtes portant correction d'erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans les cadres des contentieux électoraux le 12 mars dernier. L'état de droit, c'est une responsabilité et des avocats et des magistrats et de la population. Et beaucoup plus de vous, avocats, parce que vous êtes censés maîtriser la loi. Quand vous venez nous saisir en erreur matérielle, vous savez ce que ça signifie. Pour certains militants présents à cette audience, les juges de la Haute Cour doivent dire les bons droits en restant sereins et résistant contre toute pression politique. Cour constitutionnelle à Salim Moussala Naye. La Cour avait déjà fait son travail en corrigeant les erreurs commises par la CENI. C'est le cas de l'élu de Kabaré, Claude Nyamongabo. Que la Cour ne se laisse pas intimider par les uns et les autres, car les jugements étaient déjà rendus et les arrêts de la Cour ne sont susceptibles à aucun recours. Donc, que les juges restent tout simplement sereins. Plusieurs candidats proclamés élus par la CENI, dont Moïse Matemo et Serge Bahati, ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Ils avaient saisi cette dernière pour corriger les erreurs matérielles dont ils étaient victimes. Ici, certains partis, certains regroupements lésés par leurs candidats qui auraient été invalidés par la Cour ont introduit des recours en rectification des erreurs matérielles. Mais ici, il faut rappeler aussi que la loi électorale, version révisée de 2022, a précisé que l'erreur matérielle ne peut pas influer sur les dispositifs, sauf inexactitude avérée dans les chiffres. Selon certains, ils ont été invalidés par la Haute Cour alors que leurs élections n'ont jamais été contestées par un challenger. Au cours de cette audience, Dieudonné Kamoleta a annoncé que la décision définitive sera prononcée ce 18 avril. Pendant ce temps, la justice manque des preuves contre les candidats accusés de fraude. La CENI n'a toujours pas fourni des preuves attendues. Plusieurs membres du gouvernement, des gouverneurs et députés faisaient partie de ces candidats accusés de diverses infractions durant le jour du vote, le 20 décembre 2023. Le parquet près la Cour de cassation s'est dit être bloqué devant le manque d'éléments, de preuves dans l'affaire relative à la décision de la CENI du 5 janvier dernier, portant annulation des élections législatives provinciales et communales et des suffrages dans certaines circonscriptions électorales qui a vu notamment 82 candidats à être frappés. C'est ce que le bureau du procureur général de la République près cette haute juridiction, Firmin Vondé, a fait savoir dans un communiqué. À en croire ces documents, près que la centrale électorale ait saisi officiellement le parquet le 9 janvier, celui-ci a rapidement ouvert une information judiciaire sur les faits mis à charge des incriminés. Faits constitutifs des diverses infractions, aussi bien au niveau du parquet près la Cour de cassation qu'au niveau des parquets inférieurs. Plus de 3 mois après, la CENI n'a pas encore apporté des preuves sous-tendant sa décision d'annulation des suffrages et des élections. Ce qui fait que l'instruction des 10 dossiers au niveau du parquet général près la Cour de cassation semble être enlisée.
devant la seule difficulté pour lui de réunir les éléments de preuve pour asseoir les accusations portées contre les candidats invalidés qui ont déjà tous été auditionnés après leur interpellation, signale le parquet près la Cour de cassation. C'est pour ce faire que le parquet près la Cour de cassation a résolu de faire appel à tout celui qui détiendrait une information de nature à faire avancer l'instruction, de se présenter auprès de tout office de parquet pour contribuer à la manifestation de la vérité, et la protection du témoin sera assurée pour tout celui qui aimerait garder l'anonymat. Au-delà des manques de preuves pour cette affaire de suppression des suffrages contre 82 candidats et annulation des élections dans certaines circonscriptions, plusieurs candidats et agents de la CENI sont déjà condamnés par des juridictions inférieures sur saisine des parquets au niveau des provinces, signale le bureau du PGR. La démarche du procureur général soulève également des questions sur la capacité des institutions électorales et judiciaires à traiter efficacement et équitablement les contestations électorales. Les autorités judiciaires assurent que la protection des témoins sera garantie, encourageant ceux qui craignent des représailles à venir. Après l'informateur, la formatrice du gouvernement a entamé ses consultations depuis le week-end dernier en vue de la composition de son gouvernement. Judith Suminwa-Tuluka, qui court derrière la montre, informe à ses invités de ses intentions de réduire également le train de vie des institutions. C'était le tour entre autres de Modeste Bahati-Lukwebo et l'FDCA ce lundi. Poursuivant avec les consultations en vue de la formation de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a reçu ce lundi 15 avril au 10e niveau de l'hôtel du gouvernement 6 regroupements politiques, parmi lesquels l'Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés de Modeste Bahati-Lukwebo, ou encore le Mouvement de libération du Congo, MLC, et Alliance de partis politiques alliés de Jean-Pierre Bemba. Tous ont accepté les critères fixés pour faire partie de la prochaine équipe gouvernementale, notamment la réduction de la taille du gouvernement et du train de vue des institutions, la compétence et la probité morale. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage du pouvoir, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. La Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite. Et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions. Entamées depuis le 13 avril dernier, ces consultations vont se poursuivre jusqu'au 19 avril prochain. La ville de Kinshasa sera bientôt dotée des marchés modernes et salubres dans toutes les communes. Le premier de la série, dénommé Assiette du Peuple, a été inauguré ce lundi dans la commune de la Gombe. Ceci est donc une réponse à la préoccupation du président Tshisekedi concernant la situation des maraîchères qui avaient du mal à faire couler et conserver leur production. Désormais, les produits maraîchers de qualité seront plus proches des consommateurs à des prix abordables dans un marché moderne et salubre. Le marché Assiette du Peuple, construit dans la municipalité de la Gombe, le premier d'une série de marchés à construire en faveur des maraîchères à travers les 24 communes de la ville de Kinshasa, est une réponse aux préoccupations soulevées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 90e réunion du Conseil des ministres 17 avril 2023, concernant la situation des maraîchères dans l'interland de Kinshasa, entre autres la réduction de leur espace avec la construction des maisons d'habitation et les traitements indignes dont ils sont souvent victimes. Et c'est le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu, initiateur du projet avec l'appui financier de la FAO, qui a procédé à l'inauguration de cette réponse appropriée. Un sentiment de satisfaction pour
est une œuvre achevée. Et je prends parole ces jours à l'occasion de l'inauguration du marché assiette du peuple. Les paysans agricoles se sentent très honorés. Les agriculteurs sont très joyeux de cette histoire ici. Nous avons trimé pendant des années, on produit, si on n'a pas vendu, on est obligé de jeter. Ce marché assiette du peuple est doté d'une chambre froide positive pour la conservation des produits invendus afin de permettre aux maraîchers de rentabiliser leur activité. Et pour booster la production agricole, le ministre Mpanda a signé des contrats avec des fournisseurs de tracteurs et autres équipements agricoles avec des sociétés locales. Le premier lot réceptionné va être remis au service national de motorisation agricole, des confessions religieuses ainsi que des facultés des sciences agronomiques de chaque université du pays. Les violences conjugales doivent être considérées comme une pathologie à éradiquer dans la société congolaise. C'est ce qu'annoncent les experts en psychologie après l'assassinat de l'épouse de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo des suites des coups et blessures de la part de son partenaire selon les premiers éléments de l'enquête. Actuellement aux arrêts, ce cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, a écopé d'une suspension préventive de 3 mois en attendant la suite de la procédure judiciaire et il a été exclu de la communauté musulmane où il assumait les fonctions de imam en République démocratique du Congo. C'est une scène qui a défrayé l'actualité aux côtés des sujets politiques en République démocratique du Congo. Un ancien vice-ministre des hydrocarbures arrêté pour avoir tabassé à mort sa femme sous l'effet des coups. La dame est morte. La victime serait une malgache rencontrée en Iran et qui, depuis plusieurs années, avec cet ancien vice-ministre, vivent à Kinshasa. Des proches indiquent que cette femme était victime des coups et blessures de la part de son époux. Elle aurait succombé à ses blessures à l'hôpital. Moussa Mondo, c'est de lui qu'il s'agit, est soupçonné des féminicides et entre les mains de la justice congolaise. En cas de condamnation, il risquerait une lourde peine pour homicide volontaire. Les violences domestiques en République démocratique du Congo sont une réalité dans plusieurs ménages. Les femmes subissent les violences en silence de la part de leurs partenaires. Ces derniers les violentent, les humilient et ces violences sont rarement suivies d'une plainte. Ces femmes, par peur de perdre leur mariage, souffrent sans aucune assistance. Réagissant à l'actualité sur les violences conjugales, un professeur en psychologie soutient que ces pratiques ont un impact négatif sur la vie des couples, surtout celle de la victime, mais aussi les développements des enfants. Ce comportement, selon lui, est dû aux facteurs culturels, à l'éducation et à l'influence du milieu. D'un côté, il y a la loi de la nature qui fait croire aux hommes que le fait d'être de sexe masculin leur confère une certaine supériorité par rapport aux femmes. Et de ce fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent d'elles. De l'autre, il y a l'environnement qui influence le comportement de l'individu. Si un enfant a grandi dans un milieu où on commet toutes ces bévues, il va le retenir et le faire à son tour. Et au milieu de tout ça, il y a la culture africaine qui favorise ces comportements en chosifiant et en minimisant la femme, en réduisant son existence à celle de l'homme, estime l'expert. Pour se soulager de ce mal qui ronge la société, les victimes doivent dénoncer, partager et se faire accompagner. Conseille le professeur en psychologie qui révèle tout de même que la plupart des cas se présentent comme des pathologies. De retour à la Cour constitutionnelle, une fois de plus, les avocats de la candidate à la députation nationale à Lukunga, Susi Bajoko, n'ont pas pu plaider ce lundi de manière très étrange et unilatérale. Constant Moutamba, président de son regroupement d'IPRO, a retiré le mandat aux avocats en pleine audience, les empêchant ainsi d'exposer le cas d'erreur matérielle constaté lors de la publication des arrêts de la Cour précédemment.
C'est une indignation populaire qui porte à croire que toute la population du district de Lukunga est sans doute derrière Souzy Badioko, appelée affectueusement Mama Souzy. En effet, cette population s'insurge contre toutes les personnes qui ternissent l'image de la justice congolaise, aussi acteurs politiques qui utilisent leur influence et force politique pour les positionnements dans la sphère politique. La population de Lukunga ne jure que sur l'accompagnement de leur leader Mama Souzy Badioko, preuve, elle a été présente ce lundi lors de l'audience à la Cour constitutionnelle pour examiner les erreurs dites matérielles. Un seul message, neutralité dans cet examen, veut d'ailleurs du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le dossier de Mama Souzy Badioko ne laisse aucune personne indifférente. Mama Souzy Badioko, 25 ans d'expérience à Bani Banda, Mobutu, Kabila Père, Yati, Nabanan, a travaillé dans la grande instance. Notons que cette population s'insurge par ailleurs contre le retrait par le président de leur plateforme des mandats des avocats des Souzy Badioko pour que l'erreur matérielle pour son cas ne soit pas réparée. Le candidat gouverneur du Sud Kivu de l'Union sacrée de la Nation pour le compte de la FDCA, le professeur Jean-Jacques Pouroussi et son colistier de l'UDPS, Jean-Jacques Elakano, sont arrivés ce lundi à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, pour préparer la campagne électorale devant les députés provinciaux ainsi que la presse. Ils ont promis une gouvernance sans merci pour redorer l'image de cette province conformément à la vision du président de la République. Tel une rockstar, au milieu de cette marée humaine inédite, Sema Soporiussi, le candidat gouverneur de l'Union sacrée, le professeur Jean-Jacques Pouroussi et son colistier, maître Jean-Jacques Elakano, respectivement cadres de l'AFDCA et de l'IDPS, sont accueillis dans la capitale de leur province natale, le Sud Kivu. Des poignées de main sont échangées entre les candidats gagnants et différents cadres des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, une plateforme qui prône la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec des axes prioritaires, repose sur la sécurité, les infrastructures, l'économie et les besoins sociaux de base. Nous avons été sélectionnés par son Excellence Monsieur le Président de la République et l'ensemble de l'Union sacrée pour faire la différence. Et ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon expérience au niveau local, au niveau sous-régional, au niveau international, savent très très bien que nous allons faire la différence. Nous venons contribuer à sortir la population du Sud Kivu et cette province en général dans la léthargie dans laquelle elle s'est trouvée et créer la différence. Et vraiment, nous allons faire la différence le plus rapidement possible. Nous avons déjà travaillé notre plan stratégique de 5 ans. Le candidat du changement a été accueilli en Petit Prince, en témoignent ces images au port aussi, Noir des Mondes, où des milliers d'habitants auxquels se sont joints les militants et militantes des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation sont arrivés arborant des drapeaux et d'autres brandissant des calicots et effigies porteurs des messages à la gloire de Jean-Jacques Pouroussi, candidat gouverneur de l'Union sacrée à la tête du Sud Kivu. Avec cette démonstration de force, plus aucun obstacle ne semble se dresser devant les tickets gagnants de l'Union sacrée dans le Sud Kivu, cette province qui s'apparente aujourd'hui à une citadelle déjà conquise par l'AFDCA et l'IDPS. En clair, c'est un oui que vient de recevoir Jean-Jacques Pouroussi comme candidat gouverneur et Jean-Jacques Elakano comme candidat vice-gouverneur de la part des forces vives de la province du Sud Kivu, province chère au professeur Modeste Batelukwebo, autorité morale de la FDCA. La province du Haut-Tuélé, Christophe Bassiané-Nanga, lui également, ratisse large à 2 semaines de la tenue de l'élection des gouverneurs des provinces prévue ce 29 avril. Ce lundi, il a reçu la communauté Yogo, venue lui renouveler son soutien pour la poursuite de l'élan de province qui doit être développé. Déterminé à poursuivre la gouvernance participative afin de garantir la paix, la sécurité et l'unité au sein de la communauté, le gouverneur du Haut-Tuélé, Christophe Bassiané-Nanga, reçoit ce lundi 15 avril 2024 ici dans sa résidence officielle de gouverneur à Iziro, le leader de la communauté Yogo. Concernant le développement intégral de la communauté, par exemple, l'autorité provinciale encourage ses interlocuteurs à initier des projets intégrateurs en vue de leur appui par son gouvernement. On est venu juste lui présenter les civilités et également présenter les membres que l'Assemblée générale venait de désigner. À côté des civilités qu'on lui a présentées, on a eu un échange fructueux avec lui
par rapport au fonctionnement de la province, purement dans le cadre des fraternités, demander à la communauté. En ce moment, nous ne sommes pas électeurs. Nous, communauté, il faut que nous puissions nous impliquer à travers des prières, à travers des conseils, pour que notre province puisse trouver des dirigeants qui se soucient réellement du développement de la province et que l'élan que nous avons atteint maintenant puisse se maintenir pour se poursuivre au-delà de ce qu'on a déjà fait. Autour de ces enjeux politiques, justement, le chef de l'exécutif provincial, candidat en sa succession, a martelé auprès de ses hôtes de la nécessité de consolider les acquis obtenus ces 5 dernières années sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son entité, en évitant de tomber dans la manipulation politicienne visant à faire reculer l'élan de développement en cours dans une province du Haut-Uélé dont le poids et l'influence politique ne font que se consolider depuis son avènement au pouvoir en 2019. Dans les territoires de Walungu, les femmes ont été initiées aux techniques agricoles modernes. C'est l'œuvre de la Fondation Marie-Gisèle Massawa qui veut lutter contre la famine dans une région confrontée à des difficultés de développement. Il a été aussi question de leur doter des intrants et des outils pour un meilleur rendement. Prôner la revanche du sol sur le sous-sol, c'est désormais le slogan au cœur du territoire de Walungu, où une lueur d'espoir brille pour les communautés rurales en proie à la pauvreté et à l'exode rural. La Fondation Marie-Gisèle Massawa, du nom de sa fondatrice, s'est engagée dans une noble vision, lutter contre la misère et offrir aux habitants les clés de leur propre développement, s'inscrivant ainsi dans la vision de Félix Tshisekedi. Parcourant regroupement après regroupement, village après village, la présidente de la fondation va pour sensibiliser, éduquer et inspirer. Le message est clair, l'autosuffisance est possible par l'agriculture et l'élevage. Enseignant les nouvelles techniques agricoles modernes, ils arment les agriculteurs de savoir-faire précieux pour cultiver la terre de façon durable. Il n'y a pas que ça, la Fondation Marie-Gisèle Massawa fournit également des semences améliorées, donnant ainsi aux agriculteurs les outils nécessaires pour augmenter leur rendement et assurer leur sécurité alimentaire. Chaque grain semé est une promesse d'un avenir meilleur, d'une communauté plus forte et plus résiliente, comme en témoigne cette habitante de Walungu. La Fondation Marie-Gisèle Massawa nous avait envoyé des graines qu'on puisse cultiver et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter déjà. Ainsi, la Fondation s'engage à transformer des vies, par son dévouement et sa vision. Elle incarne l'espoir et la solidarité, offrant aux habitants de Walungu la possibilité de prendre leur destin en main et de construire un avenir prometteur. Le recteur de l'université de Goma a procédé ce lundi à la remise officielle d'un laboratoire de simulation de la faculté de médecine dans le cadre des enseignements du système LMD qui prône de lier la théorie à la pratique. Le professeur Mwindo Muganda, recteur de cette institution, explique que ceci répond à une demande exprimée par la faculté de médecine afin d'améliorer les performances en termes de recherche et de préparation des étudiants pour les enseignements. Ce laboratoire de simulation remis à la faculté de médecine de l'université de Goma constitue une réponse à l'amélioration des conditions de recherche des étudiants de cet établissement. En remettant les clés, le recteur de l'université de Goma, le professeur Mwindo Mwanda, a souligné que son souci est de rendre cette faculté l'une des meilleures en RDC. Évidemment, on bricole parce que nous ne comptons jusque-là que sur nos pauvres moyens. Je l'appelle bricolage, mais je vous assure que l'on est de loin en avance par rapport à la plupart des facultés de médecine, non seulement de la région. Satisfaction pour le doyen du domaine de médecine de l'Unigom. Le professeur Mouniantoari Eugène remercie le comité de gestion. Néanmoins, il invite les chefs de département à exprimer les besoins pour l'amélioration de la formation. Dans la salle de simulation, on retrouve une salle qui regorge tout le matériel des différents départements de médecine de l'Unigom, le service gynéco-obstétrique ou des matériels de réanimation où les étudiants apprendront comment réanimer les enfants et les personnes adultes, explique Nathalie Maponda,
directrice générale de la mutuelle de santé Notre Vie, qui a fourni tous ces équipements. Nous avons accompagné l'UNIGOM pour mettre en place les laboratoires biomédicaux. Nous savons qu'avec ça, la formation des médecins qui viendront de l'UNIGOM sera vraiment de bons médecins et cela fera en sorte que dans la couverture santé universelle, les soins seront de qualité. Notons que dans ces laboratoires de simulation, on retrouve également une salle pour suivre l'évolution d'une femme prête à accoucher, ainsi que d'autres services. Le Centre d'appui au renforcement de la société civile et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, CARSOC ASBEL, organise une conférence de presse de présentation de l'agenda du choc systémique dans le pays pour transformer l'État, l'économie et la société, avec différents objectifs à suivre dans cet élément. Il s'est tenu ce vendredi 14 avril à Kinshasa une conférence de presse pour la présentation de l'agenda d'un choc systématique en République démocratique du Congo dans le but d'obtenir une transformation de l'État, l'économie et la société. Des objectifs étaient à l'ordre du jour, à savoir présenter les différents documents de proposition d'un programme gouvernemental pour la législature 2024-2028 et lancer le processus de discussion collective pour enrichir, valider et opérationnaliser les propositions formulées afin de faciliter leur mise en œuvre par le prochain gouvernement de la République. Des propositions phares ont été faites, dont le premier propose un programme gouvernemental à mettre en œuvre tout au long du nouveau mandat, tandis que le deuxième, quant à lui, met en avant des décisions immédiates à prendre pour améliorer tant soit peu et le plus rapidement possible les conditions de vie des Congolais. Le choc systémique intervient, c'est quand le gouvernement commence à exécuter des changements dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Pas nécessairement des gros changements, hein? Même des petits changements, mais simultanés, mais que la population commence à sentir qu'il y a vraiment des choses qui changent. Le troisième document proposé est cependant complémentaire au premier. Ce dernier approfondit la question de la réaffirmation de l'autorité de l'État comme moyen de résoudre les problèmes urgents de vie des Congolais au lendemain ou à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. La grande recommandation d'abord, c'est d'avoir un référentiel commun. Il faut réfléchir sur les cadres de collaboration. Les deux documents ont été mis à la disposition de certains grands acteurs politiques et civils du pays. Le CARSOC compte cependant déposer 25 exemplaires de chacun de ces documents à la nouvelle chef du gouvernement, Mme Siminoa Toulouka Judith. Le Centre d'appui au renforcement de la société civile et la bonne gouvernance en RDC reste convaincu de la nécessité de ce document au nouveau gouvernement, toujours dans le but d'impulser des réformes tant attendues par tout le peuple congolais. Nominé par Tofulana Awards dans la catégorie des meilleurs jeunes journalistes sportifs, Christian Bokaya, journaliste à Télé 50, a reçu un trophée ainsi qu'un diplôme de mérite lors d'une cérémonie riche en couleurs tenue à Kinshasa. Une occasion pour lui de dédier ce prix au maître d'école, Jean-Marie Kassamba, pour son coaching inlassable. C'est le fruit du dur labeur et d'énormes sacrifices consentis. Sans vouloir le dernier. Christian Bokaya Doucouré a été nominé par Tofulana Award dans la catégorie des meilleurs journalistes sportifs en République démocratique du Congo. C'était lors d'une cérémonie organisée dans la capitale Kinshasa dimanche, au cours de laquelle le jeune journaliste sportif de Télé 50 a reçu un trophée et un diplôme de mérite. Avec lui, d'autres nominés tels que Chancel Mbemba, représenté par sa mère. Très touché par cette marque de reconnaissance, Christian Bokaya n'a pas manqué de dédier ce trophée au maître d'école Jean-Marie Kassamba pour son coaching et ses conseils. Alors, ce trophée, je le dédie au maître d'école, au manager né, à celui que j'appelle affectueusement le potier, parce que c'est lui qui essaye de temps en temps de nous donner, nous qui sommes des argiles, de la forme. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba. Coach, recevez ici mes vives félicitations puisque c'est grâce à vous et surtout grâce à Télé 50 qu'aujourd'hui nous sommes nominés parmi les meilleurs jeunes journalistes sportifs de la RDC. Par la même occasion, l'heureux lauréat a reconnu que c'est grâce aussi au concours de ses collègues de Télé 50 qu'il a pu remporter ce prix. Je le dédie aussi à toute l'équipe de Télé 50. Je pense ici aux jeunes qui sont des modèles dans ce métier, Christopher Ochokoum, des aînés, Arlette Boutella, Jean-David Kilolo, tout le monde, vous êtes nombreux, ces trophées vous appartiennent. Le Fulana Award est une structure qui récompense les jeunes qui se démarquent dans différents domaines et les met en vitrine pour les motiver à faire plus.
Le député provincial Papi Labila invite le gouvernement de la RDC à décréter un deuil national en mémoire aux victimes du drame survenu le week-end dernier sur la rivière Kassai à Dibaya-Louboué dans la province du Kwilu après une très forte pluie. Le bilan de cet éboulement de terre fait état d'une dizaine des corps sans vie retrouvée, une cinquantaine de disparus et 7 blessés enregistrés. Au stade actuel, il y a 13 corps qui ont déjà été repêchés. Il y a 3 rescapés. Mais les informations à notre position, par nos équipes qui sont sur place, quand la pluie a commencé, au niveau du marché, il y avait près de 50 personnes. Donc nous invitons le gouvernement de la République à prendre des dispositions pour permettre à ce que les services de l'État, qui sont notamment la DGM ou la RVF, travaillent avec l'administration locale pour repêcher les corps des disparus. Aussi prendre en charge les rescapés qui sont dans certains centres de santé sur place. En plus de cela, nous demandons au gouvernement, surtout à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'une attention particulière soit accordée à ce qui s'est passé dans la cité de Dibaya-Louboué. Pourquoi pas décréter un deuil national de telle manière à ce que toute la population du Congo puisse compatir avec la population du territoire d'Idiofa, précisément celle de la cité de Dibaya-Louboué. Et comme disposition à long terme, nous invitons le gouvernement à lancer un programme de lutte anti-érosive au sein de la cité, définir un nouveau plan d'urbanisation, aussi que la législation en matière de transport, notamment d'embarcation, soit respectée pour que désormais ne puissent prendre la rivière ou soit les fleuves que des bateaux qui répondent à certaines normes techniques pour préserver les vies de nos populations et de nos compatriotes. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La Cour constitutionnelle s'est penchée ce lundi sur les cas des erreurs matérielles constatées après ces arrêts rendus il y a quelques semaines. Après avoir écouté les plaidoiries des avocats et le ministère public, les juges vont se prononcer d'ici le 18 avril pour fixer la nation une fois pour toutes. Des marchés salubres à travers toutes les communes de la ville de Kinshasa, vœux et promesses du président de la République au maraîchère, désormais une réalité. Le tout premier dénommé Assiette du Peuple a été inauguré ce lundi à Gombe par le ministre de l'Agriculture, José Mpanda. Les dirigeants des pays du G7 ont unanimement condamné l'attaque de l'Iran contre Israël. Ils promettent de continuer de travailler pour empêcher une escalade régionale incontrôlable au Moyen-Orient. Joe Biden, certainement pas convaincu par l'arbitrage de l'ONU, a convoqué un sommet sur la question. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.